Au début régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Aujourd'hui, ils se sont développés plus qu'on ne peut l'imaginer, au-delà des limites de la planète où nous vivons, pour créer ce qu'on appelle l'univers. Mars, qui porte le nom du dieu de la guerre, a longtemps étendu son emprise sur les cœurs et les rêves des habitants de la Terre. Dans l'avenir, les véhicules robotisés seront remplacés par des missions habitées. Mais les premiers explorateurs ne feront qu'ouvrir la voie à une implantation permanente, une métropolis martienne. Les spécialistes et les ingénieurs ont déjà conçu les équipements indispensables pour survivre dans cette future colonie spatiale. C'est la seule façon de se déplacer sur une autre planète. Malgré des technologies de pointe, survivre dans cet univers totalement étranger sera une lutte permanente. Nous serons confrontés à un environnement qui est mortel pour nous. Voici les techniques, les menaces et les merveilles qui attendent ceux qui vont vivre dans l'espace. Nous sommes à l'aube du XXIIIe siècle. L'homme a établi une véritable colonie sur Mars. Cela n'a pas été facile, car sur la planète rouge, c'est nous qui sommes les envahisseurs. Et Mars nous a déclaré la guerre, en se servant de toutes les armes dont elle dispose, des radiations brûlantes, un air raréfié et des tempêtes de poussière mortelles. Survivre dans cet endroit sera une lutte permanente. Mais pourquoi vouloir vivre dans l'espace? Pourquoi ces courageux pionniers ne restent-ils pas sur la Terre en toute sécurité? Il faudrait que nous ayons deux planètes à notre disposition. En d'autres termes, il est dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier. Mars est notre voisine la plus proche. C'est la planète qui ressemble le plus à la Terre, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est celle qui offre le plus de possibilités. Ces journées de 25 heures, le cycle de ces saisons semblable aux nôtres, ce n'est pas cela qui fait de la quatrième planète à partir du Soleil la destination que l'humanité a choisie pour établir sa seconde résidence. Mars dispose d'une ressource particulière qui en fait un endroit privilégié pour implanter une colonie. L'une des premières missions de nos astronautes sera de trouver de l'énergie. En fait, ils en trouveront une source sous leurs pieds, dans le permafrost. Dans le sol même de Mars, il y a de l'eau gelée. On peut la purifier afin de la boire. On peut aussi séparer l'oxygène et l'hydrogène pour produire du carburant destiné aux fusées et constituer des réserves qui fourniront de l'énergie à nos colonies martiennes. La colonie même sera une merveille de technologie. Plusieurs scénarios ont été envisagés pour la construction d'une installation permanente, y compris de loger les colons sous le sol de Mars. Mais c'est le modèle le plus proche de ce que nous connaissons qui a été choisi. Le dôme est une structure idéale dans un environnement extrême, que ce soit dans le désert ou ici sur Mars. Et cela parce qu'il crée un espace des plus vastes, dans une structure et une masse minimale. C'est très important et de plus, ils sont extrêmement solides. La base martienne est constituée d'une série de petits dômes reliés par des rayons à une unité centrale dominante, comme dans une roue. J'aime l'idée d'un grand dôme, comme la place centrale, le lieu principal, entouré de plus petites structures. Cette oasis high-tech au milieu du désert martien sera bâtie comme une forteresse.
Le matériau utilisé devra être résistant au froid ainsi qu'aux radiations. La surface de Mars est stérile, blanchie sous la lumière crue du Soleil, car la planète ne dispose pas d'une couche d'ozone protectrice. Certains matériaux, comme la fibre de verre ou le plexiglas, devront être renforcés. Des barres seront placées à l'intérieur du verre pour obtenir une structure assez puissante pour résister aux énormes pressions et températures que l'on rencontre sur la planète rouge. La température et la pression à l'intérieur du dôme devront être précisément régulées. Si la chaleur augmente, la pression de l'air à l'intérieur de l'habitat risque de le faire exploser comme un ballon d'air chaud trop gonflé. Mais sinon, le dôme sera en mesure de protéger le groupe de pionniers venus de la Terre. Malgré l'ampleur de ce dôme, les colons se réveilleront chaque jour dans des conditions très spartiates. La vie sur Mars sera stressante. Les espaces de vie seront étroits et très austères. Alors, imaginez que vous deviez y vivre durant des années. C'est complètement fermé et très différent de la Terre. On perd le contact avec l'herbe, les arbres et le ciel. Mais c'est une expérience unique. C'est la chance de vivre sous un ciel rouge sang. Mars est à une unité astronomique et demie du Soleil, soit 225 millions de kilomètres, et la Terre à une unité seulement, soit 150 millions de kilomètres du Soleil. Donc plus on va vers Mars, plus le ciel devient sombre. Il n'est plus aussi bleu, il est même rouge à cause de la poussière oxydée en suspension dans l'air et les vents qui soufflent. Pour que ce monde ressemble davantage au nôtre, les explorateurs emporteront avec eux des écosystèmes artificiels. Mais les plantes ne sont pas là pour des questions d'esthétique. Elles remplissent une fonction vitale. Elles créent et maintiennent une atmosphère en circuit fermé nécessaire à ce type d'habitat. Nous ne produirons pas uniquement de la nourriture sur Mars. Nous aurons l'oxygène qui nous est nécessaire grâce aux plantes, qui pourront tirer de ce que nous rejetons le dioxyde de carbone dont elles ont besoin. Il y aura ainsi une synergie extraordinaire entre les hommes et les plantes. Sur Mars, cette relation symbiotique se retrouvera dans chaque domaine de la vie. Comme dans un aquarium, tout élément sera recyclé. Rien ne sera perdu. On peut comparer cela à un aquarium avec des poissons et des algues. En les plaçant en circuit fermé, on obtient un cycle d'alimentation qui convertit les déchets en ressources renouvelables. C'est ainsi qu'on peut produire du dioxyde de carbone, de l'oxygène et de la nourriture. Les poissons mangent les algues, ils rejettent des déchets solides qui se dégradent avec les bactéries de l'eau et deviennent des nutriments que les algues absorbent de nouveau. Contrairement à ce qui se passe dans un aquarium, nous ne pourrons pas importer de l'eau ou de l'air frais. Ceux de nos enfants qui voudront habiter dans l'espace devront avoir maîtrisé une forme de vie autarcique où l'on recyclera entièrement l'eau et l'air. S'ils y parviennent, ils devraient être aussi heureux qu'un poisson dans un aquarium. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment si les humains pourront être heureux dans un système en circuit fermé, isolé du monde extérieur. Le concept a été testé dans le désert, près de Tucson, en Arizona, dans une installation appelée Biosphère 2. Celle-ci a été conçue comme un galop d'essai pour une future colonie implantée sur une autre planète. Biosphère 2 est une vaste installation dont l'environnement en circuit fermé peut être entièrement contrôlé et qui est complètement isolé de l'extérieur.
L'intérieur peut être entièrement manipulé, si bien qu'on peut y trouver différents climats et écosystèmes dont les variations sont commandées depuis l'installation même. Biosphère 2 est une collection de 5 écosystèmes ou biomes différents, chacun venant d'un coin différent de la Terre. On y trouve le désert, les zones humides ou herbeuses comme la savane, les forêts tropicales et même un océan miniature. Ce projet ambitieux a été testé en 1991 par une première mission qui a été enfermée. Mais elle a rencontré très vite de sérieux problèmes. L'équipe a commencé à montrer un affaiblissement dangereux de capacités intellectuelles et il s'est même formé des groupes rivaux. La mission en était compromise jusqu'à ce qu'on découvre que c'est le manque d'oxygène qui était à l'origine de ce comportement agressif. Et cela était dû à un détail en apparence insignifiant. Le ciment de la construction n'avait pas été formulé correctement. De ce fait, la structure absorbait beaucoup plus d'oxygène que les plantes ne pouvaient en fournir. Cette pénurie d'air respirable avait atteint le niveau de ce que l'on rencontre à 5500 mètres d'altitude. Et les effets étaient similaires à ceux que l'on observe chez les grimpeurs de l'extrême. Il fallut injecter de l'air frais dans Biosphère 2. Mais cela serait impossible pour une colonie martienne. Ici, une petite erreur comme la mauvaise formulation du ciment pourrait se révéler fatale. Malgré ces menaces, l'environnement clos du dôme sera l'endroit le plus sûr sur Mars. Mais parfois, les colons devront quitter cette zone sécurisée pour s'aventurer à l'extérieur. Le soleil se lève sur Mars. Et quelques hommes quittent le dôme pour effectuer leurs recherches et accomplir les tâches de maintenance quotidiennes. Ceci les conduit dans les plaines vides de la planète rouge. Et pour accomplir leur mission de manière efficace, ils doivent pouvoir parcourir le terrain autrement qu'à pied. Nous ne savons pas grand-chose sur Mars. En nous posant un point précis, nous apprendrons beaucoup sur cet endroit, mais peut-être pas grand-chose sur la planète. Nous avons donc absolument besoin d'être mobiles. Au cours de la mission Apollo sur la Lune, le véhicule utilisé était un convertible, un tout-terrain amélioré, de type dune buggy. Le véhicule lunaire a parfaitement accompli sa tâche. Il a permis à 2 astronautes d'en parcourir la surface sans s'épuiser à marcher et d'en explorer une zone plus importante. En même temps, il est clair que cette solution était valable pour une mission de courte durée sur une surface limitée. Mais sur Mars, le terrain à couvrir est beaucoup plus vaste. Voici le Chariot, le modèle de véhicule spatial le plus avancé, sorti tout droit des cerveaux des ingénieurs de la NASA. En plus de son design plaqué or digne de Jules Verne, il possède un profil aérodynamique qui montre l'expérience de ses concepteurs en matière de navigation dans l'espace extérieur. Chaque roue peut tourner à 360 degrés, si bien qu'on peut le diriger sur le côté aussi bien que vers l'avant, tout comme dans n'importe quelle direction. Cette maniabilité lui permet d'affronter tous les reliefs. Et ce n'est pas tout.
Les combinaisons spatiales ne se plient pas très bien au niveau de la taille. Donc, même si des sièges où le conducteur s'assied semblent la solution idéale en ville, ici, cela n'a aucun sens. On trouve un anneau où se branche la combinaison. Tout le poids de la tenue spatiale est pris en charge par cette tourelle verticale. Mars est vaste. Pour accomplir leurs recherches dans les endroits les plus reculés, nos astronautes devront pouvoir se déplacer sans difficulté. Ils préféreront travailler en combinaison de saut plutôt que de porter pendant des heures une tenue spatiale oppressante. Mais cela n'est possible que si l'on parvient à maintenir autour d'eux une pression atmosphérique analogue à celle que l'on trouve sur Terre. C'est ici qu'entre en scène notre petit véhicule pressurisé. C'est un croisement entre la combinaison spatiale et la voiture de sport. C'est un véhicule sportif et très maniable. Le châssis du chariot forme la base d'un petit véhicule pressurisé. La cabine sur le petit véhicule pressurisé commence ici et continue derrière jusque-là. Du coup, l'arrière du véhicule est un peu comme le fond de caisse d'une camionnette. C'est pratique pour transporter des charges additionnelles. On peut améliorer la machine et la transformer sur le terrain grâce à toutes sortes d'accessoires qui se trouvent à l'arrière du véhicule. On peut brancher toutes sortes d'outils, comme des lames de bulldozer ou une rétrocaveuse très pratique, et bien d'autres. Ce petit véhicule pressurisé, ou SPR, est à peine plus grand que le véhicule Apollo. Et il a une vitesse maximale d'environ 10 km/h. Le SPR peut être déployé pour des missions de 3 jours à 2 semaines et couvrir des distances de plus de 800 km. Certaines améliorations en font également un mode de transport idéal pour les spationautes. 2 combinaisons spatiales sont fixées à l'extérieur du SPR. Les passagers, depuis l'habitacle pressurisé du véhicule, entrent dans la combinaison par une vanne située à l'arrière. Et ils peuvent arpenter ainsi la surface planétaire durant au moins 10 minutes. Un scientifique, Pascal Lee, en collaboration avec le centre de recherche EMS de la NASA, explore la voie d'un autre véhicule, précurseur de celui conçu pour Mars. Il s'est associé pour cela à Nick Bagarly de Drive Around the World, une société qui organise des voyages d'aventure. Les véhicules comme celui-ci sont fantastiques, car on peut les utiliser comme des doubles, capables de se déplacer ou de parcourir à votre place une autre planète. Voici un véhicule prêt pour une expédition au Groenland et plus tard au pôle Sud. Vous voyez qu'il y a de la place pour contenir l'équipement et les provisions indispensables pour explorer la Lune et Mars. Cela donne aux ingénieurs de la NASA une idée de la façon dont il faut concevoir un véhicule pressurisé. Ce véhicule robuste a un train de roue unique en son genre. Le camion utilise un jeu de roues pour la route. Mais en fait, c'est cette roue de hamster qui fait rouler le véhicule. Elle est reliée à l'arbre du véhicule et pousse sur ces éléments en gomme pour propulser le camion. Chacun mesure 90 cm de long sur 1,20 m de large, ce qui représente plus de 12 mètres carrés au sol. Chaque véhicule a un système de suspension qui lui permet de s'adapter au relief qu'il rencontre. Tout cet élément peut pivoter, si bien que si vous avez devant vous une grosse pierre ou un fossé, le camion grimpera ou descendra et passera par-dessus.
Mars est une planète qui s'effrite en permanence. La poussière et les saletés rentrent partout. C'est particulièrement vrai pour un véhicule sur roues qui possède des parties articulées dont les mécanismes peuvent facilement rouiller. Le danger est qu'un camion tombe en panne. Personne n'a envie d'avoir à effectuer une réparation sur le terrain. Il est déjà risqué de réparer sa voiture quand on est sur la route. Mais dans l'espace, on n'a aucune marge d'erreur. Et si on se retrouve en panne ou face à un quelconque ennui, les secours sont très éloignés s'ils peuvent envisager de parvenir jusqu'à vous. Il est clair qu'à ce moment-là, comme on ne peut pas respirer à l'extérieur, on ne peut pas sortir pour réparer le véhicule. Il ne nous resterait plus qu'à se regarder aspirer ces dernières bouffées d'air pendant que le système de survie nous permettrait de vivre encore quelques heures et on mourrait sur place. Heureusement, la NASA a prévu un plan de secours. L'un des avantages du SPR, c'est qu'étant donné sa petite taille, on peut en lancer 2 à la fois. On opère alors avec un système de binôme, avec 2 astronautes dans chaque véhicule. Ils peuvent couvrir de longues distances, et si l'un d'eux est victime d'une avarie, les 4 hommes rentrent tous dans le même véhicule. Mais quel est le coût de ces véhicules destinés à la planète rouge ? Les gens me demandent combien cela coûte. Je peux juste répondre que c'est plus qu'une Ferrari. Les colons pourront ainsi arpenter plus aisément le sol martien. Et ils seront très classe dans leur tenue spatiale au style très proche de celui des super-héros. Un des champs de recherche sera l'exploration du plus grand volcan du système solaire, l'Olympus Mons. Mais même au cours des tâches quotidiennes, Mars sera semé d'embûches et prête à éliminer tout intrus. Les terriens devront porter en permanence des couches protectrices. Quand ils ne seront pas en sécurité à l'intérieur du dôme, ils devront être dans un véhicule pressurisé ou revêtus de combinaisons spatiales contraignantes. J'ai effectué 4 marches dans l'espace et j'ai déjà passé plus de 24 heures vêtu d'une combinaison spatiale. Ces tenues sont très pénibles à porter. Elles sont aussi rigides qu'une planche et la pression à l'intérieur est celle d'un ballon de foot, c'est-à-dire environ 900 grammes par centimètre carré. On doit lutter contre cette pression. C'est très fatigant et cela provoque des traumatismes sur les ongles par exemple. Une tenue spatiale protège l'organisme humain des nombreux dangers de l'espace extérieur. Il nous faut les pressuriser, nous devons leur apporter de l'oxygène, en contrôler la température et l'humidité. Nous tenons compte de tout cela lorsque nous concevons une tenue spatiale. La combinaison spatiale doit être adaptée aux besoins de l'homme et constituer un bouclier contre un univers impitoyable. Dans l'arsenal de Mars, il y a une arme mortelle très répandue. C'est une sorte de douche de micrométéores. Ils sont minuscules, mais l'un d'eux peut aisément percer une combinaison et conduire l'astronaute à une mort horrible. Pour assurer la sécurité de l'astronaute, on crée une isolation en empilant les couches de néoprène et de Kevlar. C'est indispensable pour le protéger des mauvaises rencontres. Mais finalement, cette tenue est encombrante et embarrassante à porter. Il faut 3 heures à un astronaute de la Station spatiale internationale pour revêtir une MMU, une unité de manœuvre individuelle. Dans ces 3 heures, il faut compter 30 minutes au cours desquelles l'astronaute respire à l'avance de l'oxygène pur.
Au MIT, les spécialistes se servent de robots pour créer une nouvelle combinaison plus aérodynamique, tout droit sortie des pages d'une bande dessinée. L'avenir de la combinaison spatiale est dans le mouvement, la mobilité, la dextérité. Nous avons besoin d'une conception complètement différente, révolutionnaire par rapport aux tenues d'aujourd'hui. Explorer Mars dans une combinaison spatiale moulante, une biosuit, c'est un peu comme être un athlète de l'extrême. Si nous allons là-bas, c'est pour recueillir des preuves de formes de vie passées. Nous aurons donc besoin de nous baisser pour regarder des fossiles et chercher ces formes de vie. Le principe premier d'une combinaison biosuit, c'est de permettre aux astronautes une mobilité maximale, tout en maintenant une consommation minimale d'énergie. C'est un système mécanique. Imaginez que ce fil soit un alliage à mémoire de Ford. Vous voyez, quand je le tords ainsi, le fil se resserre autour de moi. La pression s'exerce directement sur la peau. C'est pourquoi nous appelons cette tenue une seconde peau. Ici, le système de maintien des fonctions vitales est modulable, ce qui le rend beaucoup plus confortable qu'une combinaison courante, difficile à adapter. Une armure rigide sur le torse est reliée à un appareil dorsal qui contient le système de survie. La visière casque sera peinte en doré, comme les combinaisons récentes, pour protéger de la lumière aveuglante du soleil. Le casque disposera aussi d'un HUD, affichage tête haute, qui transmettra les informations vitales à l'explorateur. Les astronautes pourront regarder à travers le casque et voir ce qui s'affiche. Ils auront ainsi leurs données physiologiques comme le rythme cardiaque, la pression artérielle, mais aussi des informations nécessaires à la navigation sous forme de carte 3D. Généralement, les designers s'inquiètent uniquement de la sécurité et de la fonctionnalité des combinaisons spatiales. Mais les inventeurs du biosuit voulaient que leur création ait aussi des qualités esthétiques. Nous espérons que le biosuit sera vraiment superbe. Nous n'avions pas l'intention qu'il ressemble au costume de Spider-Man. Le biosuit, issu d'une technologie futuriste, fera peut-être un jour son apparition dans une colonie martienne. Mais quelle que soit la tenue que vous portez, un petit tour sur Mars ne sera jamais une promenade de tranquillité. Les explorateurs de Mars seront peut-être habillés comme des super-héros, mais ils n'en auront pas les super-pouvoirs. Il leur faudra parfois être reliés à un alter ego, le robonaute. Le robonaute est un robot qui assiste l'astronaute. Le bas du corps de celui-ci est un véhicule tout-terrain. C'est notre interprétation d'un mythe de l'Antiquité grecque, le centaure, un cheval avec un buste d'homme. Le projet Robonaute de la NASA fait fusionner l'intelligence humaine et la force mécanique à travers un système de téléprésence. On peut voir cela comme une activité avancée des marionnettistes. On met un équipement qui relève de la réalité virtuelle. Et l'on peut ensuite contrôler directement le robot. Les mouvements de l'homme sont reproduits par le robot et le casque LCD à cristaux liquides comprend deux écrans directement reliés à deux caméras qui se trouvent dans la tête du robot. On peut ainsi accomplir une foule d'actions de façon très naturelle. Les caméras sont protégées par un casque inspiré de celui des centurions romains. Le robot peut aussi opérer de façon autonome. Il emploie alors son intelligence artificielle pour exécuter des missions préprogrammées. Il y aura des endroits dangereux où les hommes appréhenderont de poser le pied. La taille et la forme du robonaute seront alors d'une grande importance. Le robonaute est conçu pour aider les hommes à accomplir des tâches qui leur sont propres. Si vous voulez travailler avec les mêmes outils, dans le même environnement, avec des appendices ayant plus ou moins la même taille, il vous aidera à coup sûr. On pourra utiliser le robonaute pour qu'il prenne en charge les tâches routinières, indispensables à la bonne marche de la colonie. Le meilleur rôle à donner au robot,
c'est de leur faire faire ce qui est dangereux ou ce qu'ils font mieux que les hommes. Mais le robonaute n'est pas seulement un technicien. Ses talents sont essentiels pour assurer le succès de la mission. Nous pensons que les robots peuvent avoir un rôle très important dans la reconnaissance des dangers, mais aussi dans l'exploration en profondeur de sites d'intérêt scientifique. Ce sont des outils très pratiques pour des missions de reconnaissance. Comme un rover, le robonaute fonctionne avec une batterie à ion de lithium, alimentée par le soleil. S'il est simple d'alimenter la machine, approvisionner les colons est une autre affaire. La menace d'un manque de nourriture planera toujours sur les colons martiens. Et s'ils ne parviennent pas à maintenir un équilibre précaire, la fin se rapproche. Sur Mars, satisfaire les besoins les plus essentiels s'avérera être une épreuve décourageante. Prenons ce qui est le besoin le plus basique de tous, se nourrir. Cela coûte près de 100 000 € pour transporter une livre de quoi que ce soit de la Terre jusqu'à Mars. Il s'agisse de nourriture, ou d'eau, ou d'air. Étant donné le coût prohibitif du transport de nourriture, chaque pionnier devra aussi être un peu fermier. Mais faire pousser des plantes sur Mars n'est pas aussi simple que de mettre une graine en terre et l'arroser. Le sol martien constitué de régolithes n'a aucune consistance réelle. Et une minuscule trace de matériaux toxiques peut provoquer la perte immédiate des récoltes et la mort de la colonie. On ne peut compter sur le sol de Mars pour nourrir les plantes venues de la Terre. Sur Terre, les plantes poussent de façon différente. Nous les plantons dehors à l'air libre ou dans des serres. Voici à quoi ressemblent les serres sur Terre. Elles sont posées au sol, elles utilisent la lumière naturelle du soleil et fonctionnent toute l'année sans craindre les météorites ou les radiations ionisantes venues de l'espace. Sur Mars, la serre est un espace de croissance contrôlée, un environnement qui fournit les 5 facteurs essentiels dont les plantes ont besoin pour croître. Elles ont besoin de lumière, de chaleur, d'eau, de nutriments et d'atmosphère, de dioxyde de carbone et d'oxygène. Avec un espace de croissance comme celui-ci, on peut produire partout de quoi se nourrir. La plupart de ces cultures sont hydroponiques, un terme qui signifie littéralement « culture d'eau ». Les plantes qui ont poussé de façon hydroponique ou hors sol ont grandi grâce à une solution nutritive en suspension dans l'eau. Mais elles ont aussi besoin de lumière et surtout d'espace pour prospérer. Dans les limites étroites d'une ferme de l'espace, les chercheurs ont rempli cette exigence en utilisant des LED diodes froides, émettant de la lumière, et en leur donnant les couleurs du spectre qui stimulent la croissance des plantes. Si la lumière solaire de Mars convient aux plantes, dont la seule fonction est de produire de l'oxygène, ce type de chambre de croissance fournira de la nourriture pour la colonie. Une autre préoccupation peut s'avérer une véritable plaie pour les colons. Sur Terre, les insectes pollinisent les plantes. Cela signifie-t-il que nous devrons emporter avec nous des insectes? Il est difficile pour les abeilles de naviguer dans des conditions qui ne sont pas celles de la Terre. Elles utilisent la lumière ultraviolette du Soleil pour se diriger et une quantité d'autres signaux qu'elles ne retrouveront pas dans une colonie martienne.
Une invention très simple fait des miracles. Nous avons ces baguettes vibrantes qui fonctionnent comme des abeilles artificielles. Elles déplacent l'air comme un éventail et le pollen est dispersé alentour d'une fleur à l'autre. Mais les astronautes ou les colons d'une autre planète prendront certainement plaisir à s'occuper des plantes. Sur Mars, il manque un autre facteur important pour la croissance des plantes, pour lequel même la technologie ne peut rien faire. La gravité sur Mars est presque moitié moins importante que celle qui règne sur la Terre. Il y a donc moins de pression sur les plantes. Sur Terre, la gravité draine l'eau loin des racines et leur permet d'absorber de l'oxygène. Sur Mars, la gravité étant réduite, l'eau ne coule pas bien et finit par saturer les racines qui deviennent incapables d'absorber les nutriments et l'air. Les plantes auront peut-être tendance à être plus faibles. Quelles sortes de plantes feront pousser nos fermiers de l'espace? Des pommes de terre, des laitues, entre autres. Alors, avec tous ces ingrédients, voyons la composition d'un menu type sur Mars. Pour le petit déjeuner, des œufs brouillés et des galettes de pommes de terre. Au déjeuner, un sandwich avec du soja et des champignons et quelques fraises en dessert. C'est un régime strictement végétarien. Les carnivores ne seront pas à la fête. On pourrait sans doute produire de la viande de différents animaux, mais j'ai l'impression que les astronautes seraient tellement attachés aux bêtes qu'ils ne pourraient pas les manger après les avoir élevées. Il est essentiel de préserver la santé et les forces de l'équipage, car les simples tâches quotidiennes demandent un effort surhumain. Alors, quand il s'agit d'exploiter un gisement faramineux qui se trouve juste au-delà de l'horizon martien, le coût d'une expédition à long terme sur Mars est astronomique. Mais la récompense est peut-être bien au-delà de Mars. Il s'y trouve un gisement intarissable de ressources inexploitées qui flotte littéralement au-delà de la planète rouge. Les météorites qui tombent sur la planète viennent pour l'essentiel de la ceinture d'astéroïdes. Et 85% d'entre eux sont essentiellement constitués de silicone, comme celui que nous avons sur Terre. 5% contiennent également du fer. Nous pourrions l'utiliser pour fabriquer de l'acier, construire des structures, des bâtiments, des villes et même bâtir une civilisation. Exploiter les astéroïdes pourrait faciliter l'assemblage et l'expansion de l'antenne martienne. On pourrait construire de nouvelles installations, de nouveaux vaisseaux, ainsi qu'entretenir et réparer les anciens, en utilisant les minerais puisés dans la ceinture d'astéroïdes. Au lieu de prendre les minerais de la ceinture d'astéroïdes et de les acheminer jusqu'à la Terre, il vaut mieux exploiter ces ressources et créer des installations sur Mars. Mais une autre raison pourrait nous pousser à pulvériser ces roches spatiales. Si on fondait les minerais d'un astéroïde d'1 kilomètre de diamètre, on obtiendrait la production annuelle d'acier du monde entier, la production mondiale d'or et d'argent sur 10 ans, et la production des éléments du groupe platine sur 1000 ans. Voilà où se trouve la richesse. Un astéroïde d'un diamètre d'un peu plus de 600 mètres aurait une masse de près de 2 milliards de tonnes.
C'est le poids de 20 000 porte-avions. Un astéroïde de cette taille contiendrait pour une valeur de 150 milliards de dollars de nickel, de cobalt et de platine. Et il s'agit d'un tout petit astéroïde. Certaines roches énormes approchent les dimensions d'une vraie planète. Nous n'avons encore jamais exploité les ressources d'un astéroïde. Pourtant, il y a peut-être un moyen de creuser dans son sol, car on ne pense pas qu'il soit trop dur. C'est le rayon laser. La technologie de pointe nous permettrait d'avoir des rayons laser qui découperaient l'astéroïde en morceaux. Mais évider une roche d'une mégatonne dans le vide spatial n'est certainement pas une perspective aisée. Les radiations sont assez puissantes dans la ceinture d'astéroïdes, parce que Jupiter, en particulier, relâche une immense quantité de radiation. Les mineurs de la ceinture d'astéroïdes devraient peut-être vivre sous le sol. En vivant à l'intérieur même de l'astéroïde, ils seraient protégés des radiations du Soleil, de celles de Jupiter et de celles de l'espace extérieur. C'est peut-être un travail qu'il vaut mieux laisser aux robots. La ceinture d'astéroïdes étant très éloignée, environ 500 millions de kilomètres, nous devrons peut-être utiliser des robots. Ils sont relativement peu onéreux, ne nécessitent pas de système de maintien des fonctions vitales et n'ont pas besoin d'être rapatriés. Pour la première colonie interplanétaire, la seule façon de minimiser le risque et d'optimiser les chances de survie sera d'utiliser des robots humanoïdes qui travailleront avec les astronautes. De toute façon, la vie quotidienne sur Mars sera une extraordinaire aventure de l'extrême. Sur Mars, on se lève le matin. Avec une heure de sommeil en plus, on est attaché à son lit à cause de la faible gravité. Puis on s'habille pour sortir. Mais avant, il faut vérifier pendant une heure l'état des robots qui assurent le maintien de la vie. Ensuite, en revenant vers son habitation, on s'arrête sur un pont et on regarde la vallée au fond du canyon. Et puis le ciel de Mars, criblé d'étoiles éblouissantes. Explorer Mars et sa surface sera une aventure fantastique. Il y a des paysages d'une beauté inimaginable et qui nous sont complètement étrangers. Il y a des milliers et des milliers de kilomètres de terrain à parcourir dans chaque direction. Ce sera un incroyable pays des merveilles pour les scientifiques. Cette vision d'une colonie martienne est pour l'instant une fiction, nourrie des avancées de la science du XXIe siècle. Mais il est probable qu'un jour, dans des villes sous dôme, établies sur un sol étranger, nous n'aurons pas pour voisins cosmiques de petits hommes verts, mais plutôt certains de nos semblables venus de la Terre.